Bonjour à tous. Bonjour, bonjour Annie et bonjour Richard, ravi de vous retrouver. Le plaisir est pour nous. Oui, Vous allez plaisir est bien tous les partagé. deux? Super, merci. Alors aujourd'hui, je vous propose d'échanger sur un sujet qui a priori concerne tout le monde, c'est celui de l'intuition. On parle beaucoup de l'intuition, beaucoup de gens disent qu'ils ont de l'intuition ou qu'ils n'ont pas d'intuition. Et, euh, et finalement, c'est quoi l'intuition pour vous? Est-ce qu'on pourrait débattre sur ce sujet? Je me souviens d'un conférencier qui parlait de l'intuition et qui répondait à un participant qui disait, mais comment est-ce que je peux faire la différence entre, euh, entre l'intuition et puis une autre information que je reçois et qui me dit d'aller dans tel ou tel sens? Et il répondait quelque chose plus ou moins de la sorte. Il disait, ben, l'intuition, c'est quand ça s'accompagne de joie et de certitude. Et là où d'autres types d'informations peuvent s'accompagner si ça s'accompagne de peur, ça peut être aussi l'information, mais ça, ce ne serait pas l'intuition. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Richard, après toi. Vraiment? Allez, alors. Euh, si on part du modèle du corps comme étant composé de différentes couches, et prenons le modèle du Vedanta avec 5 couches, corps physique, corps éthérique émotionnel, mental. Après ça, il faut donner des noms, corps subtil et corps causal. Le corps physique dispose des sens. L'information et la connaissance du corps physique vient de la perception sensorielle. En touchant, en regardant, en écoutant l'environnement, on a de l'information qui vient. Au niveau éthérique et émotionnel, ce sont le degré d'énergie vitale et les émotions qui donnent de l'information. Les émotions sont une forme d'information. Si on est triste, c'est qu'on est frustré, donc il nous manque quelque chose. Si on est satisfait, c'est qu'il y a un besoin qui est comblé. Donc les émotions donnent de l'information. Le troisième corps, le corps mental, c'est la connaissance la plus partagée, la plus traditionnelle, c'est simplement l'intelligence cognitive, la raison, l'analyse, la mémoire, la, la capacité de se souvenir, de déduire, etc. Jusque-là, c'est assez facile parce qu'on a tous suffisamment d'expérience dans ces domaines-là pour se comprendre sans trop de discussion là-dessus. Le quatrième corps, le corps de lumière, le corps subtil, la connaissance du corps subtil se nomme l'intuition. Et dans les deux corps supérieurs, une des caractéristiques de la connaissance, on peut dire qu'elle est nouménique, c'est-à-dire on sait avec une certitude profonde et ça, ça ne vient pas d'une déduction. C'est un contact direct avec quelque chose, quelqu'un. Et donc, l'intuition est l'information et la connaissance du corps de lumière. Et dans le cinquième corps, le corps causal, la présence, on est un avec, on est à la racine de la manifestation, à la racine de la création. On est quelque part la connaissance elle-même. En sanskrit, on dit Satchitananda. Chit, c'est la connaissance. C'est au-delà de l'intuition. C'est la cause même de la structure de l'information, de la manifestation, sous sa forme non manifestée. Et ces 5 formes de connaissance, généralement, les 3 premières, on les acquiert au cours de l'éducation. L'intuition se travaille par un accès régulier au corps de lumière, la capacité d'aller connecter cette intuition et d'accéder à cette information devient une ressource stable. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a accès à une ressource,
généralement, on fait l'erreur d'assimiler le moi supérieur, le corps subtil et le corps causal à quelque chose de divin. Moi, j'appelle ces deux zones-là le sacré, mais il y a une grosse différence entre l'éveil spirituel et l'éveil au moi supérieur. La reconnaissance de notre nature spirituelle et l'alignement sur la source n'est pas inclus dans l'ascension et dans la connexion au moi supérieur. Donc, on peut très bien avoir connecté des états de pointe, éveiller l'intuition ou éveiller l'unité avec l'univers sans être débarrassé de l'ego. La Mhm. définition de l'ego, c'est l'identification de la conscience pure que nous sommes, de l'étincelle divine que nous sommes, à l'expérience que nous faisons. Et même si on élargit le champ de l'expérience en incluant l'intuition ou la présence, il reste encore la capacité de s'identifier à ces contenus. Et donc, l'intuition ne veut absolument pas dire qu'il y a une disparition de l'ego, ni même le fait de résider dans la présence. C'est l'antichambre de l'éveil. La, Voilà. la question, à mon avis, que beaucoup de gens se posent, c'est, OK, c'est comment développer l'intuition, mais c'est aussi comment la reconnaître. Je prenais l'exemple de ce conférencier qui parlait de la joie qui accompagne l'intuition. Est-ce que c'est un élément qui permet de distinguer l'intuition d'autres types d'informations que l'on reçoit? Est-ce que, Annie, tu veux réagir par rapport à ça? Ouais. En général, ce qui se passe beaucoup pour des gens ouais, pour nous tous, hein, c'est qu'on peut très facilement tomber dans de la projection. C'est qu'on pense que c'est de l'intuition, mais en fait, on est simplement en train de prendre une truc comme des taggers qui taguent sur un mur. On tag dans notre réalité extérieure ce qu'on n'a pas encore vu ou intégré ou reconnu dedans. Donc, je peux dire, mon intuition me dit que tu as des peurs dans ton enfance que tu n'as pas encore gérées. Mais en fait, je suis en train de parler de moi. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire très, très attention quand on se dit sur un chemin spirituel et qu'on se dit thérapeute. C'est est-ce que je suis vraiment dans le vide? Est-ce que je suis en train de projeter mon monde intérieur que je ne vois pas encore? Voilà, c'est un peu des garde-fous que je fais, dont je parle beaucoup. C'est que ça peut très rapidement tomber dans un pointage de doigts, alors qu'au fond, on est simplement en train de parler de nous-mêmes. Richard, ça t'inspire quoi, ce que vient de dire Annie? Sur la même question de reconnaître l'intuition, c'est ça? Oui, oui. Euh, Lorsqu'on commence à expérimenter l'expansion de conscience, c'est-à-dire lorsque le champ de conscience s'ouvre pour inclure des expériences, des informations, de l'énergie subtile et causale, quand on part d'une expérience qui est cloisonnée au mental et que des expériences se font au-delà du mental, dans le transmental, le transpersonnel, le quatrième, cinquième corps, ça s'accompagne de joie. Parce qu'il y a une Mhm. telle libération, il y a une telle expérience de beauté et de cette connexion à cette information en soi, cette expérience nouménique de notre nature ou des dimensions transmentales et transpersonnelles, qu'il y a de la joie. Et ces états d'extase ont tendance à diminuer au fur et à mesure que la conscience s'acclimate à cette ouverture. Les ressources deviennent accessibles, mais la joie qui s'accompagne de cette déchirure des voiles a tendance à s'apaiser. Tout comme un enfant qui va à l'école peut avoir une déchirure mentale et tout à coup comprendre comment le monde fonctionne. Quand les enfants sont tout petits et qu'ils apprennent les panneaux routiers, ils ont une extase chaque fois qu'ils passent devant un panneau routier. Ils disent « Ah, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça ». Et le champ mental s'ouvre avec des expériences de joie sans cause, parce que pour nous, les adultes, c'est des trucs complètement acquis, mais pour eux, c'est vachement... ils arrivent à faire des maths, ils arrivent à comprendre des mots, à comprendre des symboles. Quand on bascule dans le transmental et dans le transpersonnel, on a le même genre d'effet qui s'accompagne de joie. Les ressources se stabilisent. Maintenant, il y a un autre
facteur, une autre dynamique très importante à comprendre. Les états de pointe sont des moments, des expériences dans le temps où on va basculer hors du centre de gravité perceptuel habituel, on déchire des voiles, on passe, et quand l'expérience de pointe est terminée, on revient dans le centre de gravité. Donc les expériences de pointe sont toujours interprétées au niveau de l'endroit où notre conscience modale se trouve, notre conscience quotidienne. Et c'est là que le problème se trouve, c'est que l'intuition peut donner accès à une information, mais après on la ramène au niveau de la conscience mentale. Et c'est là qu'il y a une interprétation. Deux exemples de ça, c'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a une intuition et elle l'a traduit par bouton les Anglois hors de France. Ça, elle a cette vision. Elle a cette vision de lumière, elle est inspirée et elle le traduit au niveau de ce qui la préoccupe au quotidien. C'est chasser les Anglais hors de France. Et c'est quelque chose de très profond comme intuition. Ce n'est pas un truc qu'elle a ruminé mentalement. Donc, ça, c'est un exemple. Un autre exemple qui est culturellement très intéressant, beaucoup de personnes qui font des expériences hors du champ mental et qui vont connecter à des contenus directs du corps subtil, du corps causal, du moi supérieur, quand ils le ramènent, l'habillent à travers la culture religieuse de leur pays, comme si Marie n'existait qu'en Occident et Kali ou Shakti n'existait qu'en Inde, ou Kuan Yin en Chine. Donc comme si les archétypes, ou Isis en Égypte, comme si les archétypes existaient en tant que tels, alors qu'en fait c'est une réappropriation mentale d'une perception intuitive. Et ce processus-là a tendance à s'estomper au fur et à mesure que les états se stabilisent et qu'on est capable de faire la différence expérimentalement entre un processus mental et transmental. Ça demande une méditation stable pour reconnaître, ah, là mon mental est actif, c'est une production mentale. Ah, ici l'intuition est active. Ça demande beaucoup de présence pour voir les vagues mentales ou subtiles naître et mourir dans la présence du cinquième corps. Et quand on arrive à faire ça, c'est aussi facile de faire la différence entre une pensée et une émotion que faire la différence entre une intuition et une pensée. Mais quand on démarre avec ces trucs-là, c'est un peu la confusion parce que les intuitions sont traduites mentalement. Et là, on ne sait plus quelle est l'origine. Voilà. Ce que tu décris, ça ressemble à ce que certaines personnes appellent la grâce. En tout cas, si je prends mon expérience personnelle, j'ai pu expérimenter des moments de grâce et, et ce que moi j'appelle un moment de grâce, c'est un moment où je reçois quelque chose de tout à fait inattendu, hein. Je reçois quelque chose qui est généralement une information et cela me met dans un état de joie sans cause, ou même d'euphorie. Euh, Ça m'est arrivé, euh, si je me remémore un exemple d'un moment de grâce, c'est quand je roulais à vélo, il y a des années, je roulais à vélo et vraiment, mais subitement, je suis comme foudroyé par une image euh, qui, euh, qui ouvre complètement mon cœur et qui me met dans un état de gratitude. Et je me mets à des larmes coulent et en fait j'avais reçu une histoire à raconter. Et ça a donné un roman. Et à partir de ce moment-là, c'était comme imprimé dans mes cellules que je devais délivrer ce roman, que je devais l'écrire. Et c'est devenu pratiquement comme une obsession, dans le sens positif, c'est que j'étais vraiment emporté. Euh, et beaucoup de gens peuvent témoigner aussi de ces moments-là complètement inattendus qui ont changé leur vie. Et est-ce qu'on parle de la même chose ici? La question que j'aurais pour toi, c'est quelles étaient tes intentions les semaines avant? Est-ce que tu avais demandé à avoir de la clarté? Parce que souvent, il y a toujours un rapport de
de demander et de recevoir. La question, c'est de quel état tu étais avant pour que tu reçoives cette réponse. Honnêtement, c'est difficile à dire parce que c'est arrivé il y a de nombreuses années et je ne me souviens pas quel était mon contenu cognitif, ce que j'avais dans la tête dans les semaines et les mois qui ont précédé. Je te parle d'un événement qui s'est passé il y a 12 ans, je crois. Alors, je pourrais faire une interprétation en disant que j'ai toujours voulu écrire un roman sans que ce soit une priorité dans ma vie. Et bon, mais je ne peux pas t'en dire plus. Mm. C'est toujours intéressant de voir quel dialogue on peut avoir par rapport à nos intentions. C'est-à-dire que souvent, je peux émettre une question et je suis toujours surprise de la réponse et de comment la réponse me vient aussi. Hmm. Mais il y a un dialogue. C'est rare que quelque chose arrive sans que j'ai ouvert cette possibilité Hmm. en disant donnez-moi donnez-moi un signe ou plus de clarté. Donc, toi, tu parles d'un dialogue. Donc, un dialogue, ça commence par une intention, c'est ça? En tout cas, dans mon développement où j'en suis maintenant, c'est un dialogue, c'est-à-dire qu'il y a une conscience, il y a une conscience dans ce dialogue. Hum, Au tout début, c'était pas un dialogue, mais quand j'ai commencé à ouvrir mon champ de conscience, euh, il y avait trop de choses en même temps. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'étais Hmm. bombardée et j'avais du mal à différencier qu'est-ce qui était quoi. C'est-à-dire tout d'un coup, je voyais des choses, mais je savais pas si c'était une mémoire émotionnelle du lieu, quelque chose qui m'appartenait. Est-ce que c'était du monde des esprits? Est-ce que c'était de l'ordre euh, euh, est-ce que c'était de l'ordre plus du chamanisme? Enfin voilà, j'étais très confuse et donc il y a eu une étape d'apprendre qu'est-ce qui est quoi, qui m'a aussi aidé, à savoir quand est-ce que tout est fermé, que j'ai une vie complètement normale, je suis une maman, je cuisine, voilà, j'ai une vie normale. Quels sont mes protocoles quand j'ouvre? Et pour moi, j'ouvre cette intuition que dans un cadre thérapeutique, que en réponse à la question que quelqu'un vient me donner, c'est-à-dire que si quelqu'un me vient avec une thématique de je veux arrêter de fumer, donc on va aller voir ça. Moi, je peux voir qu'il y a beaucoup plus, mais la personne m'a demandé que ça, donc je vais traiter que ça. Donc mon intuition est au service d'une question, au lieu que ce soit constamment ouvert et là on se retrouve avec des gens qui sont constamment ballottés à droite, à gauche. Hein. Richard, est-ce que tu veux réagir, peut-être également réagir sur la notion de grâce? Mm. Alors, on a défini l'intuition et en tout cas, j'aime bien définir les termes Mhm. pour qu'on puisse avoir un dialogue culturellement cadré. Je vais faire la même chose avec la grâce. Mhm. Ça n'est que ma définition, donc je ne prétends pas à quelque chose d'universel, mais pour avoir un dialogue intéressant là-dessus, voilà, j'ai deux choses à définir là-dedans, sur la grâce. Quand on parle des 5 champs, des 5 corps, dans les 5 corps, il y a des processus d'apprentissage. On apprend à marcher, éventuellement on développe son intelligence émotionnelle, éventuellement on développe son intelligence cognitive. Éventuellement, on peut cultiver l'intuition. Éventuellement, on peut cultiver la présence. Ces 5 champs, s'il y a une intention de grandir et de croissance, ce que moi j'appelle l'ascension, c'est-à-dire ouvrir le champ de conscience et inclure des objets de quatrième et de cinquième dimension, du corps subtil, du corps causal, s'il y a cette intention, on peut apprendre. Donc, on a la capacité de s'ouvrir au sacré, de s'ouvrir au moi supérieur. Et par une pratique, par différentes sortes de pratiques, on peut s'acclimater au moi supérieur et inclure ces notions et ces expériences de la même manière qu'on a appris
intégrer les structures mentales. Donc, je dirais que c'est une question de pratique, d'intention, et je n'utilise pas le mot la grâce. Je fais un petit bémol là-dessus, que ce soit dans l'hindouisme, dans l'islam, rien ne se passe sans la volonté de Dieu, Inch'Allah. Donc, quelque part, rien ne se passe sans la grâce. Mais il nous est donné, si on ouvre notre intention à muscler certaines capacités, de se reconnecter consciemment et efficacement par des pratiques à des contenus qui sont actuellement, pour la majorité d'entre nous, au-delà du champ de conscience, et pour d'autres, qui font partie de quelque chose qui est complètement intégré. Et c'est un apprentissage. J'utilise personnellement le mot de la grâce en dehors de ces 5 champs. La grâce est le premier élément opérant dans l'éveil non duel et dans l'éveil du cœur dévotionnel. C'est-à-dire la relation à la source ne peut pas se faire par aucune pratique technique, par aucun apprentissage. Même si on pratique toutes les techniques qu'on veut, toutes les prières qu'on veut, toute la contemplation qu'on veut, tous les exercices dévotionnels, le rapport à la source, l'éveil à notre nature non duelle et à notre cœur dévotionnel sont une histoire d'amour. Et l'amour est sans cause et trouve sa source dans la source et dans notre relation à la source. Donc, on peut s'ouvrir à reconnaître notre nature et à reconnaître notre fonction d'amour et de service à la source, mais il n'y a aucune pratique qui peut le garantir. Et là, la grâce est opérante. Et j'utilise la grâce uniquement pour ça et pas pour l'éveil au moi supérieur, qui peut être acquise de manière technique, sans cette aspiration spirituelle, sans cette aspiration à l'amour pour Dieu. Voilà la différence que je fais entre les deux. Alors pour revenir à l'exemple concret que je partageais, c'est je roule en vélo et, euh, et je suis foudroyé par cette image qui me met dans un état de gratitude c'est quoi alors ça? C'est de Ouais. l'intuition? C'est comment? Alors, première Mhm. chose, ce que tu dis, c'est je suis rempli de joie et de gratitude. Ça, Oui. c'est une expérience. Mhm. Et typiquement, les expériences de déchirure des voiles s'accompagnent d'expériences mystiques extatiques. L'accès à l'intuition, qui est l'accès au 4e corps, ou l'accès à la présence au 5e corps, je simplifie parce qu'il peut y en avoir plus, hein, mais juste pour faire simple, l'accès au moi supérieur s'accompagne, il y a 3 types d'expériences mystiques, l'expérience naturelle, l'expérience de la lumière et l'expérience de la présence, qui sont des expériences extrêmement joyeuses. Et ce sont des expériences de déchirure des voiles, d'accès à une connaissance en soi, de connexion à des parts de notre moi supérieur qui s'accompagnent de transmission d'informations et d'une énergie de joie, de spontanéité, de beauté sans cause, de tout un tas de caractéristiques d'accès à ces contenus. Là, de paix complètement intense, une sensation d'être l'univers, enfin tout un tas de... Ça, ce sont des expériences. L'éveil non duel peut être extrêmement banal. Ça ne s'accompagne pas d'états extatiques de ce type-là. Ce n'est pas une expérience. Et ça n'est rien d'autre que la reconnaissance de ce qui est et la disparition de l'identification et de la disparition de l'ego. Et ça ne s'accompagne pas nécessairement d'une joie ni d'intuition. Hmm. C'est une reconnaissance dans le moment, mais voilà, cela est et ça ne m'appartient pas et il n'y a pas de moi. Et les expériences, ce qu'on appelle les expériences de joie ce sont des expériences mystiques de déchirure des voiles plus ou moins profondes. Et à ce moment-là, oui, il y a de l'intuition, oui, il y a de la joie, et oui, il y a de l'extase. Et ça disparaît. Et après, il reste ce contact qui a été ouvert avec le moi supérieur et un bout de l'information qui a été transmise. Et à ce moment-là, on peut enrichir notre terreau humain avec
des graines qui viennent du moi supérieur et ça donne des belles œuvres d'art, des beaux romans. Merci Thibaut, j'adore ton roman. Donc, je serais plutôt d'accord avec ce que disait Anne-Laure, c'est que Annie-Laure, tu es quelque part acteur de ce qui t'est arrivé. Le problème, c'est qu'on ne s'en souvient pas. C'est que la partie humaine de nous-mêmes reçoit ça comme une bénédiction sans cause, alors qu'en fait, ce qui est en train de se passer est le résultat d'un fil qui court quelque part dans l'inconscient et qui appartient à notre désir de s'ouvrir et de retrouver cette connexion au moi supérieur. Et c'est pas un hasard que tu t'intéresses à tout ça, c'est pas un hasard qu'on a une discussion ici, c'est pas un hasard que ça se soit passé à vélo. Ce sont des petites déchirures et la causalité de tout ça est très, très complexe. On ne sait jamais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelque chose se produit. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a labouré le sol, qu'on a pratiqué et qu'à un moment donné, on est prêt. Mm. Mm. Tu veux rajouter quelque chose, Annie? Ce que m'éveillait les derniers mots de Richard, c'est ce lâcher prise sur le mental, d'essayer d'analyser, de comprendre tous les détails. Il y a un moment donné où mon mental est mon ennemi. Et apprendre à être dans l'acceptance de ce qui est bien, mauvais, et de comprendre qu'il y a un plan divin à plein de niveaux pour tout le monde. Et même comme des gens viennent me voir dans des sessions, ils veulent par exemple, ils ont une maladie ou autre, je dois toujours me demander en haut, est-ce que c'est pour le bien-être de cette personne d'aller mieux maintenant? Est-ce que je dois intervenir? Est-ce que je suis la bonne personne pour faire ça? Enfin, il y a toujours des questionnements et j'envoie ces questions et j'attends les réponses avant d'intervenir. Je pense qu'on vit dans une société, on est tellement habitué à être dans le yang, dans l'intervention, dans réparer, alors que des fois, il y a rien à réparer, mais juste apprendre à l'autre à être dans cette présence, à être dans le désir que ces voiles se déchirent, à être dans le lâcher prise. Voilà. Mm.